Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce nouveau live Trimax Magazine sur la mesure de la puissance en cyclisme et en l'occurrence appliquée au triathlon. Donc on va un petit peu parcourir pendant quelques minutes les intérêts de ces nouveaux outils d'entraînement, de ces méthodes d'entraînement pour progresser, être plus performant et se faire plaisir tout en faisant du triathlon. Alors la mesure de la puissance sur les vélos, c'est quelque chose de relativement récent, donc ça a à peu près une quinzaine d'années, avec l'apparition des premiers pédaliers capteurs de puissance de la marque SRM, qui ont donc permis d'accéder à des informations fondamentales pour la gestion de l'entraînement, pour la gestion de l'effort dans la partie cycliste. Voilà, et aujourd'hui, effectivement, les athlètes qui s'entraînent sérieusement, les athlètes professionnels, ont quasiment tous recours à ce genre d'outils, à la fois pour s'entraîner et à la fois pour gérer leurs efforts en compétition. Alors il existe aujourd'hui de nombreux systèmes, on va un petit peu les passer en revue rapidement pour évoquer un petit peu les avantages et inconvénients des différents systèmes. Et puis dans un second temps, on va évoquer comment utiliser un capteur de puissance, comment en tirer, je dirais, les informations intéressantes pour progresser. Et puis dans un troisième temps, je répondrai à vos questions, puisque effectivement la mesure de la puissance est quelque chose d'assez pointu. Et bien entendu, je vous invite à vous référer au dernier Trimax Magazine, où j'ai eu le plaisir d'écrire un article sur ce sujet. Donc voilà, alors les capteurs de puissance, donc on a évoqué une première marque, à savoir SRM, qui effectivement est un petit peu le leader historique des capteurs de puissance. Donc c'est une marque allemande avec un capteur qui est situé dans le pédalier et qui reste aujourd'hui la référence des capteurs de puissance et qui est donc utilisé par beaucoup d'athlètes professionnels, à la fois en cyclisme sur route mais aussi en triathlon, pour s'entraîner et pour je dirais performer en compétition. En parallèle sont arrivés, dans un second temps pardon, sont arrivés d'autres systèmes, et je pense notamment au moyeu PowerTap, qui a lui aussi été relativement précurseur, avec donc un capteur qui est situé dans le moyeu arrière et qui permet d'accéder de manière très fiable, très reproductible aux informations de puissance, mais cette fois-ci avec un capteur qui est plus au niveau du pédalier, mais cette fois-ci au niveau de la roue arrière, au niveau vraiment de la transmission. Voilà, depuis un certain nombre d'autres systèmes ont vu le jour, à commencer par des systèmes dans les pédales, comme les pédales Garmin ou les pédales Look Polar, dont les premières versions n'ont pas été des plus abouties. Et aujourd'hui, on a un système comme les pédales PowerTap, qui est donc une troisième manière d'accéder aux informations de puissance via les pédales, et qui présente donc un certain nombre d'intérêts pour accéder à des informations sur la manière de pédaler, sur l'équilibre jambe gauche, jambe droite, etc. Alors il y a bien entendu un certain nombre d'autres marques qui sont présentes sur le marché, avec toutes des avantages et des inconvénients. Voilà, je pense à la manivelle Stage, qui est donc un capteur positionné uniquement dans la manivelle gauche et qui donne les informations que sur les informations uniquement de la jambe gauche. Voilà. Je pense aussi au système Power2Max, qui s'apparente un petit peu au SRM, qui est un système allemand. Voilà, et on a bien entendu aujourd'hui certains poids lourds qui se sont lancés sur le marché des capteurs de puissance, à commencer par SRAM avec son capteur Quark, qui est situé dans l'étoile du pédalier, et surtout les capteurs de puissance Shimano, qui sont attendus depuis un moment et qui sont sur le point d'arriver sur le marché d'ici quelques mois, au niveau donc des pédaliers du Race, des pédaliers Ultegra, et dont on attend
beaucoup parce que Shimano a toujours été fidèle à a toujours produit des systèmes de grande qualité, donc on attend de voir à quel niveau se situera le capteur Shimano, à la fois en termes de prix, mais aussi en termes de précision de mesure et je dirais de simplicité d'utilisation. Voilà, donc il y a énormément de systèmes, comme vous le voyez. Tous ont leurs avantages, leurs inconvénients. Néanmoins, en attendant l'arrivée du capteur Shimano, qui semble assez prometteur, on va retenir quand même deux marques qui sont vraiment leaders sur le marché et qui, sur le plan de la précision de mesure, du rapport qualité-prix, ont de gros avantages. Alors je pense à SRM, hein, qui reste toujours le système gold standard des capteurs de puissance et qui est donc toujours très utilisé par les athlètes professionnels. Grande précision de mesure, grande fiabilité, mais avec un inconvénient qui est un prix qui est toujours relativement élevé. Et à l'inverse, de l'autre côté, on a à mon sens le système PowerTap qui est très fiable. Le système dans le moyeu arrière qui est un système très fiable, très reproductible, je dirais quasi indestructible, et qui aujourd'hui présente un très grand avantage, c'est son prix. Donc on a à l'opposé un système PowerTap qui a un très bon rapport qualité-prix et qui est surtout ultra fiable. Voilà, donc tous ces systèmes donnent accès à une information essentielle qui est la puissance. Alors la puissance, c'est quoi? La puissance, c'est déjà, de manière un petit peu imagée, c'est la réalité de l'effort musculaire. Donc quand vous êtes en train de pédaler à plein régime sur un triathlon courte distance ou longue distance et que vous forcez de manière très intense, voilà, le capteur va vous donner la réalité de votre effort, quel que soit le sens du vent, quelle que soit la température, quel que soit votre état de fatigue. Vous allez avoir la réalité des choses. À l'inverse, par exemple, de la fréquence cardiaque, qui pendant des années a été un petit peu le système l'unité de mesure de référence, la mesure de référence pour quantifier l'intensité de l'effort. Voilà, la fréquence cardiaque, c'est plus le reflet de l'effort et ça va être très impacté par l'environnement, par ce que vous avez mangé, par votre état de fatigue. Donc la puissance, pour moi, c'est la réalité de l'effort. La fréquence cardiaque, c'est le reflet de l'effort, un reflet qui peut être parfois déformé. Alors les deux mesures ont leur utilité et doivent être, je dirais, utilisées en synergie pour juger de l'intensité d'un exercice, pour juger de la manière de gérer son effort. Voilà, avec un troisième indicateur qui sont les sensations, qui sont des informations qui sont voilà, les trois unités de mesure étant des informations très utiles pour gérer son effort. Donc puissance donnée par le capteur de puissance et uniquement en cyclisme pour le moment, même si on a des capteurs de puissance qui commencent à apparaître dans d'autres disciplines et en particulier en course à pied. La fréquence cardiaque qui est le reflet de l'effort et les sensations qui peut être un indicateur très fin si on est un athlète expérimenté et qu'on se connaît bien et qui à l'inverse peuvent être un petit peu distordus, je dirais, si on est débutant et qu'on se connaît moins bien. Alors pourquoi mesurer la puissance en cyclisme et dans la partie cycliste du triathlon? Alors le fait de mesurer la puissance avec un capteur, ça a, je dirais, pour moi deux intérêts majeurs. Le premier, c'est un intérêt qui est lié à la gestion de l'intensité de l'effort. Que l'on soit à l'entraînement ou en compétition, lorsque l'on a défini, suite à un test d'effort, des zones de travail bien précises pour améliorer sa vitesse critique, pour améliorer sa puissance maximale aérobie, pour améliorer sa puissance maximale, le capteur de puissance va permettre de travailler avec beaucoup plus de précision qu'avec un cardiofréquence-mètre ou en se basant uniquement sur les sensations. On va avoir des cibles de puissance à atteindre lors des exercices, lors des séries de travail,
et des intensités aussi à respecter lors des phases de récupération. Et ça peut s'apparenter un petit peu, pour ceux qui font du travail par intervalle sur piste, ça peut un peu s'apparenter aux séances d'intervalle sur piste où on a des temps à tenir pour faire des 400 mètres, pour faire des 800 mètres. Et je dirais donc en vélo, ça permet d'atteindre une précision que jusqu'à aujourd'hui on avait du mal à avoir. Donc pour tout ce qui est relatif à l'entraînement, pour tout ce qui est relatif à la gestion de l'intensité de l'effort en compétition aussi, avec des zones à respecter pour ne pas se mettre dans le rouge par exemple, voilà, le capteur de puissance a une vraie utilité pour avoir beaucoup plus de précision dans la manière de faire du vélo et dans l'intensité que l'on met dans les pédales. Voilà, ça c'est le premier intérêt, et il est un intérêt majeur dès qu'à partir du moment où on suit un entraînement un peu structuré et où on veut progresser. Et puis après, il y a un deuxième intérêt qui est pour l'athlète, mais aussi pour son entraîneur par exemple, c'est le fait de pouvoir quantifier la charge d'entraînement, de pouvoir quantifier les progrès réalisés avec le capteur de puissance, puisque on a un véritable laboratoire embarqué qui va permettre de mesurer les watts, hein, donc le débit d'énergie qui est envoyé dans la transmission du vélo. On va pouvoir bien sûr avoir des données de cadence, des données de force, des données bien sûr, parce que c'est souvent associé de fréquence cardiaque, et puis on va accéder à plein d'informations qui vont être utiles, je dirais, pour gérer la charge d'entraînement tout au long de la saison. Je pense notamment à des unités qui ont été développées par des chercheurs américains, comme le TSS, qui est le Training Stress Score, qui est une manière de quantifier la charge d'entraînement à vélo à partir des watts, comme l'Intensity Factor, qui sont là encore des informations et des données qui ont été développées par Andrew Kogan aux États-Unis, et qui permettent donc tout au long de la saison de quantifier sa charge d'entraînement à vélo et de juger de l'évolution de son état de forme. Alors on va pas rentrer trop dans les détails parce que c'est quand même très technique, mais globalement je vais vous présenter un petit graphique qui montre là sur l'ordinateur ce qu'on appelle un profil de puissance. Donc bon, c'est le mien, hein. Voilà, le profil de puissance, ça lie les watts développés en ordonnée à tous les temps d'effort type. Donc là, on commence sur des efforts de 1 seconde, donc des efforts maximaux de 1 seconde. Puis on monte à des efforts de 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 5 heures. Et donc on a pour chaque durée d'effort, chaque durée d'effort type, les valeurs max qui ont été enregistrées par le système. Et ça donne votre profil de puissance, qui est un petit peu votre signature de performance pour ce qui est du cyclisme. L'objectif de l'entraînement, ça va être bien entendu de faire monter la courbe vers le haut, donc de développer plus de watts sur des efforts de 5 secondes. Alors ça c'est surtout intéressant en sprint, mais ça permet de témoigner d'une amélioration des qualités de force-vitesse, des qualités d'accélération, qui est un axe d'entraînement intéressant. Ça permet aussi de juger de la progression sur des efforts de type 2, 3, 4, 5 minutes, donc plus lié à la puissance maximale aérobie, donc la cylindrée de votre organisme et votre capacité à oxygéner vos muscles pour produire beaucoup de puissance et beaucoup de watts. Donc là, l'objectif, c'est de faire monter la courbe mois après mois, saison après saison, pour, je dirais, tendre vers un niveau de performance de plus en plus élevé. Et puis, bien entendu, on accède aussi à des informations comme la puissance sur 20 minutes, la puissance sur 60 minutes, la fameuse FTP, qui est très utilisée par les anglo-saxons, la Functional Threshold Power, donc la puissance fonctionnelle au seuil, hein, donc qui est un petit peu l'allure critique en triathlon pour tout ce qui est effort de plus de 30 minutes, on va dire, en vélo. Voilà, donc le profil de puissance, c'est des informations qui sont compilées
qui synthétise des informations compilées séance après séance et qui permet, grâce au capteur, de voir où se situent ses points forts, de voir où se situent ses points faibles et de travailler en conséquence pour progresser en vélo et être plus performant au final en triathlon. Voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide des capteurs de puissance, des différents avantages et inconvénients des systèmes aujourd'hui qui existent. Alors je ne les ai pas tous cités, mais j'ai cité les principaux. Et puis pourquoi mesurer la puissance, à la fois pour la gestion d'entraînement, à la fois pour je dirais la gestion de l'intensité de l'effort. Voilà, donc maintenant je vais passer à vos questions. Donc j'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes qui étaient apparues sur le fil du live. Et donc Stéphane nous demande bonjour, j'envisage l'achat d'une roue arrière équipée d'un moyeu portable G3S. J'ai 2 vélos, un de chrono et un route. Est-ce fiable? Comment les talonner? Alors comme je l'ai évoqué, j'ai pas d'action particulière chez PowerTap, qui est une marque américaine, mais c'est un système qui à mon sens est très fiable, qui est très simple d'utilisation et qui, je dirais, permet d'accéder déjà à un premier système de capteur à moindre coût. Voilà, et qui en plus a une certaine versatilité puisqu'on peut le passer d'un vélo à l'autre sans trop de soucis. Voilà. Le seul inconvénient du système portable, c'est que effectivement, si on a des roues d'entraînement, des roues de compétition, si on a plusieurs types de roues en fonction des parcours, ben, forcément il faut plusieurs roues avec plusieurs capteurs, puisqu'on ne peut pas passer le capteur d'une roue à l'autre, c'est pas possible. C'est des montages spécifiques et pour chaque type de roue, et donc c'est le seul inconvénient quand on change de roue. Voilà, on est obligé d'avoir plusieurs capteurs de puissance si on veut avoir les watts à chaque fois. Voilà, comment les talonner, la procédure est assez simple, ça se fait via le compteur, donc pas de souci, pas de problème d'étalonnage particulier. Ensuite, on a une autre question, si je ne me trompe pas, toujours Stéphane. Visiblement, il existe des différences entre les mesures sur un capteur, exemple PowerTap et un test de puissance. Comment fait-on si la mesure n'est pas la même? Et donc, effectivement, il faut bien garder en mémoire que chaque outil de mesure vous délivre un type d'information, mais que il faut comparer ce qui est comparable. On ne peut pas comparer la mesure de puissance effectuée avec un capteur PowerTap, par exemple, avec la mesure de puissance effectuée avec un capteur Stage dans la manivelle gauche. Voilà, donc le fait de faire par exemple un test d'effort sur un vélo équipé avec un capteur de puissance donné, et ensuite d'utiliser ces valeurs-là pour gérer son entraînement avec un gros PowerTap, ça va pas forcément être très précis. Donc dans ce cas, ce que je vous recommande, c'est de faire un test de terrain pour évaluer par exemple votre FTP à partir d'un test chrono sur 20 minutes, ou bien d'évaluer votre PMA avec un test de terrain je dirais, d'incrémentation de la puissance croissante, un peu comme comme on trouve dans les tests d'effort pour évaluer la PMA, la VO2 max, et à partir de ces informations-là, vous pouvez bâtir vos zones d'intensité personnelles avec votre propre capteur. Voilà, intensité qui auront été mesurées avec votre propre capteur. Si vous ne savez pas trop comment faire, référez-vous à l'article que j'ai écrit dans le dernier Trimax Magazine, ou bien venez vers nous, coach WTS. On est très expérimenté pour toutes ces choses-là, l'entraînement avec la puissance, et on saura vous accompagner avec précision, avec efficacité, voilà, que ce soit moi, ou Fred Sultana, ou Laurent à Lille, ou Cyril à Vesoul. On est tout un ensemble de coachs expérimentés et qualifiés pour vous aider à vous entraîner avec des capteurs de puissance. Voilà, donc on a fini avec les questions de Stéphane. Pour le moment, il n'y en a pas d'autres. Donc
Donc je vous invite à les poser puisque c'est le moment ou jamais, hein, pour poser vos questions. Je vais faire une petite parenthèse sur les capteurs de puissance. C'est vrai que acheter un capteur de puissance, je dirais comme ça, le monter sur son vélo sans avoir jamais fait de test d'effort ou de test tout court pour évaluer votre profil de puissance, évaluer vos zones d'entraînement, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Rouler avec un capteur de puissance pour juste avoir accès aux watts, comme je dirais de manière un peu instantanée, sans avoir d'intensité précise, d'exercice précis, ça n'a pas d'intérêt majeur. Donc à partir du moment où vous équipez avec un capteur de puissance, je vous invite vraiment à rentrer dans une démarche un petit peu structurée qui consiste déjà à faire des tests. Alors un test d'effort en laboratoire, associé à des tests de terrain, qui vont permettre de déterminer des zones d'entraînement. Une fois que ces zones d'entraînement ont été évaluées, le fait de télécharger toutes vos informations sur un portail d'entraînement comme je dirais le Garmin Connect ou Training Peaks ou autre, tout ça c'est des choses qui vont vous permettre de mieux bien préciser votre profil de performance et qui vont, je dirais, vous contribuer à vous faire progresser dans la durée pour au final être plus performant en triathlon. Donc voilà, ça c'est bon. Alors Régis nous demande quel pourcentage de FTP sur Alpha Ironman et Ironman pour un groupe d'âge bien entraîné. Alors c'est vrai que bon, la FTP déjà, qu'est-ce que c'est? C'est votre puissance fonctionnelle. Donc c'est un petit peu l'équivalent. Alors c'est des informations, je dirais très anglo-saxonnes hein, dans la manière de gérer l'entraînement. C'est vrai qu'en France et en Europe en général, on n'est pas forcément très sensibilisé à ces informations de FTP, parce qu'on base plus les entraînements sur la puissance maximale, etc. Mais globalement, voilà, la FTP, c'est la puissance au seuil. Donc c'est la puissance que vous êtes capable de tenir, en théorie, la puissance maximale que vous êtes capable de tenir pendant 1 heure. Donc bien entendu, ça c'est une valeur qui se détermine généralement sur un test de 20 minutes, 20 minutes à fond, qu'on va faire soit plat si on prépare un Ironman ou un Alpha Ironman plat, soit peut-être un peu plus en côte si on prépare une épreuve vallonnée ou montagneuse comme l'Ironman France ou comme Embrun. Mais quoi qu'il en soit, les FTP entre le plat et la montée peuvent être un peu différentes. Et globalement, je dirais que sur Ironman, la valeur moyenne pour quelqu'un je dirais de bien entraîné, ça va être de l'ordre de 85-90% de la FTP sur Ironman et peut-être, on va dire 85% sur Ironman, 90% sur Alpha Ironman, donc un petit peu plus rapide pour un athlète bien entraîné. Si on est moins entraîné, qu'on a moins de foncier, on va probablement être sur des valeurs un petit peu moins ambitieuses. Et donc il faut effectivement, déjà la première étape c'est d'évaluer cette FTP, de l'évaluer dans la durée et de s'entraîner spécifiquement pour la tenir. Voilà, pas d'autres questions pour le moment. C'est vrai que l'enjeu sur Ironman, c'est effectivement de tenir une puissance, je dirais, la plus élevée possible, mais sans entamer de manière excessive ses réserves en vue du marathon. Donc tout l'enjeu du vélo sur Ironman, c'est effectivement de faire un vélo, je dirais, performant, rapide, tout en gardant de l'énergie pour la suite. Et pour ça, le capteur de puissance peut vraiment aider à pas trop monter dans les tours, notamment dans les parties montantes, notamment dans les parties vent de face, et donc de beaucoup mieux gérer son effort, de lisser son effort, je dirais, pour éviter une déperdition d'énergie inutile qui forcément sera préjudiciable sur le marathon.
Alors Sébastien nous demande, peux-tu parler un peu du découplage PWHR, donc puissance fréquence cardiaque, j'imagine. Donc effectivement, il y a un décalage, hein, c'est comme ça que j'interprète la question, un décalage entre la puissance et la fréquence cardiaque déjà par exemple à FTP, on n'est pas au même pourcentage du maximum. Et après, pendant l'effort, notamment avec la fatigue qui s'installe, on peut avoir une puissance qui est relativement stable, avec une fréquence cardiaque qui soit a tendance un petit peu à s'envoler et à dériver vers le haut avec les pulses qui montent si on se déshydrate, ce qui est un cas relativement fréquent sur des épreuves réalisées en ambiance chaude, soit à l'inverse une fréquence cardiaque qui a tendance à baisser parce que au final on se fatigue et là où on observe effectivement une baisse de la puissance avec une baisse de la fréquence cardiaque qui sont pas forcément complètement linéaires. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question, mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à préciser si nécessaire. Stéphane nous demande, peut-on calculer la FTP par rapport à la puissance maxi? Alors, par puissance max, j'imagine que Stéphane nous parle de puissance maximale aérobie, donc c'est la puissance qui est produite au maximum des capacités d'oxygénation. Donc c'est généralement des efforts très intenses de l'ordre de 5 minutes pour un athlète bien entraîné. Donc voilà, c'est le max de watts qu'on produit sur 5 minutes. Globalement, la FTP se situe aux alentours de 80-85% de cette puissance maximale aérobie. Voilà, donc et on dit que on perd 1 watt, je dirais, par minute d'effort. Donc si on développe 300 watts, 250 watts de FTP pendant 20 minutes par exemple, sur 26 minutes on va développer 249 watts et ainsi de suite. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors c'est vrai qu'on peut la calculer, la FTP par rapport au maxi, mais le mieux ça reste quand même de la mesurer. Et si on a un capteur de puissance, c'est assez simple de mesurer et sa PMA et sa FTP. Alors aujourd'hui, c'est vrai que petite parenthèse en attendant peut-être qu'il y ait d'autres questions. Aujourd'hui, c'est vrai que les capteurs de puissance voilà, se démocratisent vraiment. Il y a de plus en plus d'athlètes qui s'équipent. Il y en a encore beaucoup qui ne les utilisent pas et qui se contentent de rouler aux sensations ou voire en s'appuyant un petit peu sur un cardiofréquence mètre. C'est vrai que globalement, si vous avez l'envie de progresser, si vous vous intéressez un petit peu à l'entraînement, à la physiologie appliquée, n'hésitez pas à investir parce que vous allez vous régaler. Ça permet d'accéder à une quantité d'informations hallucinantes et voilà, et aujourd'hui on est même, je dirais, de la recherche appliquée, même un petit peu en ébullition, puisque on peut accéder à beaucoup d'informations voilà, il faut vraiment se tenir au courant pour accéder à toutes ces informations. Donc voilà, pour tous les passionnés d'entraînement, les passionnés de physiologie, si vous n'êtes pas encore équipé, n'hésitez pas à le faire. Vous en profiterez à fond et vous ferez vraiment plaisir. Alors, ensuite on a Sébastien qui nous dit que Stryd est-il la prochaine révolution à pied. Donc Stryd, c'est le capteur de puissance pour le running. C'est fort probable effectivement que les capteurs de puissance pédestre vont un petit peu révolutionner l'entraînement en course à pied, dans le sens où ils vont permettre d'accéder à des informations
ils vont nous permettre d'accéder à des informations notamment de puissance maximale sur les efforts brefs et intenses. Je pense notamment à des accélérations en escalier sur 10 secondes, à des accélérations à pied sur 20-30 secondes. Donc tout ce qui est travail de force-vitesse, les capteurs de puissance, la mesure de la puissance en général permet vraiment de rentrer dans le cœur de la réalité de l'effort, de la physiologie de l'exercice. Et effectivement, il y a Stryd en course à pied, mais il y a aussi des capteurs ou des applications qui permettent de mesurer la puissance développée, par exemple, sur des détentes verticales. Donc tout ça, c'est des choses qui nous donnent accès à beaucoup d'informations, nous en tant que coach, sur les performances de l'athlète, sur l'évolution des performances, sur l'état de fraîcheur. Voilà, bon, tout ça est en perpétuelle évolution et effectivement, il faut se tenir au courant, mais les capteurs de puissance en course à pied arrivent, c'est clair. Alors, Pierrick Chaume nous dit une explication sur la puissance normalisée. Alors la puissance normalisée, alors je suis pas mathématicien et je connais pas exactement la formule de calcul pour évaluer la puissance normalisée, mais je dirais que c'est une sorte de puissance lissée, c'est-à-dire que c'est sauf erreur de ma part, c'est une puissance qui s'affranchit de certaines baisses soudaines parce qu'on arrête de pédaler ou d'accélération très soudaine sur un demi ou un tour de pédale. Donc c'est une sorte de lissage de la puissance pour une durée d'effort donnée ou pour même toute la sortie. Donc c'est une autre manière de mesurer, je dirais, la puissance moyenne en fait. Voilà. Donc bon, sauf erreur de ma part, mais n'hésitez pas à aller chercher sur internet, notamment les blogs américains, les blogs de Joe Friel ou autres, dans certains bouquins où vous allez avoir accédé à ce genre d'informations. La puissance normalisée, là encore, c'est des concepts qui ont été développés par Andrew Kogan, par Training Peaks, donc c'est propre un peu à ces marques et c'est pas forcément, je dirais, des informations, comment dire, qui sont complètement partagées par tous les physiologistes, tous les entraîneurs. C'est vrai que les TSS, la FTP, l'Intensity Factor, tout ça c'est vraiment lié à Training Peaks et aux personnes associées à Training Peaks. C'est vrai qu'ils ont été très précurseurs dans la manière de quantifier l'entraînement en puissance, mais voilà, c'est, je dirais, leur méthode à eux, leur manière de calculer les choses, qui ont un intérêt, mais il y a aussi d'autres manières de faire. Voilà, juste pour resituer un peu le débat par rapport à toutes ces informations. Alors, Guillaume Ouvry nous demande une bonne marque de capteur cardiaque. Alors, on s'éloigne un peu la puissance, mais bon, je vais essayer de faire plaisir à tout le monde, mais c'est vrai que globalement, Polar est un inventeur du cardiofréquencemètre, donc la marque finlandaise Polar. Donc voilà, c'est une très bonne marque de capteur cardiaque, mais vous avez maintenant aussi Garmin, Suunto, TomTom. Voilà, il y a aujourd'hui dans les capteurs cardiaques, il n'y a pas vraiment de marque qui se démarque, si ce n'est Polar qui était l'inventeur un petit peu du cardiofréquencemètre et qui donc reste un petit peu leader sur le créneau de la fréquence cardiaque. Alors en fait c'est capteurs de puissance la question, donc je reviens à ce que j'ai évoqué en tout début. On va dire qu'on va garder deux marques un peu emblématiques, les Allemands de SRM qui sont les précurseurs des capteurs de puissance et les Américains de PowerTap qui ont suivi dans la foulée avec un capteur très différent qui n'est pas dans le pédalier mais qui est dans le moyeu arrière. Voilà, c'est les deux marques que je retiens qui ont des avantages certains, notamment en termes de précision de mesure, de fiabilité, par rapport à tout un ensemble d'autres marques qui aujourd'hui sont présentes sur le marché. Alors, Anthony nous dit, bonjour, sur format Ironman, pour une FTP à 300, à 80%, je serai à 240 watts de moyenne, ce qui me semble cohérent. Peux-tu me dire quelle approche je devrais suivre pour... Alors, j'arrive pas à lire la fin de la question.
j'imagine que de dressure pour m'entraîner, j'imagine que c'est ça. Effectivement, bon, là on rentre dans des informations d'entraînement qui sont très individuelles et je manque de beaucoup d'informations pour donner des conseils précis. Mais globalement, à partir du moment où tu as défini, je dirais, une allure de travail que tu penses pouvoir tenir sur un format Ironman, l'un des objectifs, ça va être l'un des objectifs, ça va être d'essayer d'aller travailler à cette allure-là. Voilà, donc ça c'est vraiment l'entraînement spécifique. S'entraîner à tenir cette allure, notamment en position aéro, notamment longtemps, donc en faisant des blocs de 20, 30, 40 minutes à l'allure spécifique Ironman. Donc ça c'est, on va dire, l'entraînement classique. Et ça va être ce qu'on appelle du fractionné, c'est-à-dire qu'on va un peu fractionner la durée de course et on va la travailler à l'intensité spécifique par bloc. Voilà. Je dirais que moi je suis assez partisan d'un entraînement qualitatif qui vise aussi à tendre voilà, vers ce qu'on appelle l'entraînement polarisé, c'est-à-dire pas oublier de travailler au-dessus, hein, donc de travailler au-dessus de ta FTP, aux alentours de ta PMA, pour tirer vers le haut tes allures de puissance et ton allure de course. Ça c'est voilà, une partie de l'entraînement de haute intensité qu'il est aujourd'hui incontournable de faire si on veut progresser. Et pas oublier non plus de travailler à basse intensité, les fameux 80% de l'entraînement polarisé, 80% à basse intensité, 20% à haute intensité, pour, je dirais, travailler ton foncier, ton endurance, et où là, tu vas travailler de l'ordre de 60% de ta FTP. Donc, en fait, il faut un peu tout travailler. Je dirais, dans la phase de préparation générale, peut-être s'axer sur vraiment du polarisé, de la basse intensité et de la très haute intensité. Et à l'approche de l'Ironman, dans les 2-3 mois qui précèdent, s'axer sur un entraînement plus spécifique, là en l'occurrence aux alentours de 240 watts, pour travailler l'allure de course et s'habituer à la tenir de plus en plus longtemps. Sébastien me demande mon avis sur les capteurs de puissance sans jauge de contrainte type PowerPod. Alors effectivement, il y a des capteurs qui permettent d'accéder à une espèce d'extrapolation de la puissance. Il y a plusieurs systèmes. Alors PowerPod, je ne le connais pas, mais il faut garder en mémoire que ce ne sont pas des capteurs qui mesurent la puissance, ce sont des capteurs qui l'évaluent et qui l'estiment. Donc forcément, c'est beaucoup moins précis. Voilà. Alors ça peut être fiable dans le sens où quand on est à 200 watts, 140 pulses, je sais pas, 1000 mètres par heure de vitesse ascensionnelle en vélo, dans un col, voilà, et qu'on refait le même effort une semaine plus tard, voilà, ça peut être fiable et on peut avoir des mesures assez reproductibles, des estimations assez reproductibles. Par contre, ça reste des estimations, c'est pas des mesures, et donc pour moi, c'est pas forcément très précis, très fiable pour l'entraînement. Donc privilégiez plutôt les capteurs à jauge de contrainte qui vont vraiment mesurer la réalité de votre effort musculaire, la réalité de l'énergie que vous mettez dans les pédales et dans la transmission. Voilà, sera plus précis et plus utile pour l'entraînement. Alors, on s'approche de la fin du live. Je regarde s'il n'y a pas des questions que j'aurais oubliées, mais a priori non. Donc profitez encore des dernières minutes pour poser vos questions auxquelles j'essaierai de répondre. Mais voilà, donc pour revenir un petit peu sur je dirais la manière d'appréhender l'entraînement avec les capteurs, comme je l'évoquais, acheter un capteur sans faire de test, sans avoir de suivi, de programme, d'intensité de travail, c'est effectivement pas très utile. Soit vous avez les connaissances et vous auto-coachez en vous renseignant par vos lectures, par vos échanges avec d'autres athlètes ou d'autres entraîneurs,
et vous pouvez vous entraîner de la sorte en établissant vos zones d'intensité, vos zones de travail, pardon, en établissant une planification d'entraînement personnel. Voilà, soit vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas faire, vous n'avez pas d'énergie à consacrer à tout ça, et auquel cas je vous invite à nous contacter chez WTS, le réseau de coach, le seul réseau de coach dans les sports d'endurance aujourd'hui, et en particulier en triathlon. Et voilà, on a tous nos coachs sont spécialisés dans l'entraînement. Tous nos coachs maîtrisent bien l'entraînement avec la puissance. Ils sont expérimentés, ils sont formés, ils sont équipés avec divers matériels, et tous nos coachs sauront vous accompagner dans cette démarche. Voilà, pour vous faire progresser, pour vous faire atteindre vos objectifs, je dirais pour au final être plus performant et vous faire plaisir sur vos prochains objectifs triathlétiques. Donc n'hésitez pas à aller sur le site wts.fr, vous remplissez le formulaire de contact et on revient vers vous très rapidement pour vous, je dirais, vous accompagner et vous faire des propositions pour vous accompagner vers vos prochains objectifs. Voilà, alors on a une question, et ça sera l'une des dernières. Anthony nous dit: as-tu une explication sur la dérive de la cadence à puissance cible? Par exemple, sortie longue, à la fin c'est dur de tenir une cadence 85-90, obligé de faire quelques petites, j'imagine, variations d'effort. Variation de cadence. Donc, alors je dirais que c'est tout simple. La baisse de la cadence en cyclisme sur les efforts de longue durée, que ce soit l'entraînement ou en compétition, c'est un phénomène qui illustre l'apparition de la fatigue. Voilà. Donc, la fatigue en endurance, c'est quelque chose de multifactoriel qui a plusieurs origines. Des origines nerveuses notamment, tant au niveau du système nerveux central, donc le cerveau, que au niveau périphérique, au niveau des nerfs et de la jonction neuromusculaire. Donc la baisse de la cadence, pour moi, c'est l'expression en fait de la fatigue, voilà, ça illustre le fait qu'on commence un peu à rentrer dans une zone où on est moins efficace. La commande nerveuse se fait moins bien, il y a moins d'énergie dans les muscles, moins de glycogène par exemple, peut-être que la température corporelle a augmenté, et toutes ces choses-là font que on n'arrive plus à tenir la cadence, et donc bien souvent ça s'associe à une baisse de la puissance. Voilà, donc c'est un phénomène normal, je dirais. Il faut l'interpréter un peu comme un mécanisme de protection pour éviter que vous fassiez mal, que votre organisme soit lésé. Maintenant, c'est par l'entraînement, c'est par je dirais, l'optimisation de la performance, c'est par une démarche d'optimisation de la performance que vous allez repousser un peu cette limite. Donc tout ce qui est nutrition, préparation mentale, ventilation, travail technique sur le vélo, entraînement à la puissance, à des cadences cibles, etc. que vous allez repousser cette baisse de la cadence. Mais bon, il faut bien garder en mémoire que dès qu'on fait des efforts de plusieurs heures intenses, cette baisse de cadence elle est presque inéluctable, notamment en côte et en col. Voilà. Voilà, alors il est bientôt 19h50, on va bientôt mettre un terme à ce live sur la puissance. N'hésitez pas à revenir vers moi, soit sur notre page Facebook WTS, soit sur ma page Facebook personnelle. N'hésitez pas à aller sur le site WTS, et n'hésitez pas bien sûr à aller télécharger le dernier Trimax Magazine, où j'ai eu le plaisir d'écrire un article sur l'entraînement avec la puissance. Voilà, vous y trouverez des informations et qui vous permettront soit d'améliorer votre manière de vous entraîner, soit de vous lancer dans l'entraînement avec les capteurs de puissance, voilà, qui aujourd'hui se généralisent petit à petit chez les triathlètes et dans le monde du triathlon, notamment dans le longue distance.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Le live sera à nouveau disponible en replay sur la page Trimax, donc vous pourrez le re-regarder et essayer si vous n'avez pas pu assister en live justement, re-regarder la vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau live en rapport avec l'entraînement, la nutrition et bien entendu le triathlon. A bientôt, bonne soirée à tous.